Action. Quelques définitions. Famine, disette, malnutrition. La famine, c'est une dénutrition collective généralisée par laquelle une population souffre de la faim, c'est un truc vraiment la palissade, et jusqu'à inanition, jusqu'à la mort. Quand on dit la faim, c'est une suite de phases de dénutrition qui iront jusqu'à l'inanition par l'arrêt des fonctions et par ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire que le corps se mange lui-même, finit par finit par prélever sur ses propres tissus. Qu'est-ce que ça donne en qualitatif, en termes de calories? Pour un sédentaire, la moyenne c'est 2000 à 2200, généralement admise. À 1300 calories par jour, c'est le jeûne. Le jeûne tel que peuvent se l'infliger les moines ou voilà, ou autres masochistes. Et 600 calories, là c'est le seuil qui n'est plus récupérable, le seuil d'autophagie, parce qu'à 1300 calories dans le jeûne, votre métabolisme a tendance à ralentir. Hein. C'est vivable. Enfin, c'est vivable. 600 calories, c'est vraiment le seuil de famine non récupérable. L'inanition meurt. La disette, alors il y a deux acceptions du terme, soit une famine moins grave, une grosse faim, disons, enfin des phases de privation qui peuvent être discontinues. Et en termes collectifs, la disette, c'est quand les aliments existent bien quelque part, mais qui sont inaccessibles, alors à la majorité. Soit pour des raisons d'éloignement physique, géographique, hein, il n'y en a pas chez moi, il y en a dans la province d'à côté, ou économique, il y a quelqu'un qui aura confisqué les dites ressources alimentaires, confisquées par une minorité, par un ennemi, ou par des organisations des transports, ou encore de l'appareil de production. On parle donc de disette dans ce cas-là. Et la disette peut finir en famine si elle se prolonge, c'est évident. Hein. La malnutrition, c'est une notion qui va plus vers le qualitatif. Il manque certains nutriments essentiels, donc par exemple des protéines. Hein. Et la malnutrition n'est pas forcément le fait de l'amaigrissement. Hein. Des enfants obèses sont considérés comme en malnutrition. Dans les pays qu'on appelait du tiers-monde, hein, on peut trouver côte à côte la disette, l'amaigrissement, bon. Et à côté des jeunes obèses bourrés d'huile et de sucre. Ça, c'est Philippe qui nous traitera ça avec les joies de l'alimentation contemporaine dans sa prestation de fin de cycle. Alors, la famine a des causes structurelles ou conjoncturelles. Les structurelles étant souvent que l'addition des premières. Alors, le truc bête comme chou, c'est de finir la famine comme déséquilibre entre la population et les ressources disponibles. Et encore une fois, c'est la faute au néolithique. Parce que le néolithique, la révolution agricole, a permis d'augmenter la population, c'est sûr. Mais, d'augmenter, les ressources. Mais il a eu aussi comme conséquence d'augmenter la population. Parce que les femmes sédentarisées ont très vite eu un taux de fertilité supérieur à leurs grandes sœurs ou à leurs grand-mères chasseresses nomades qui passaient du temps, qui prenaient quand même de l'exercice. Hein. On a fouillé certains sites où coexistent des chasseurs-cueilleurs et des premiers cultivateurs. On les reconnaît, analyse osseuse, scintigraphie, et on a constaté que les premiers agriculteurs étaient plus chétifs, plus carencés, plus fragiles que leurs cousins chasseurs. En particulier quand on a un Homo sapiens et un Néandertal dans le même site. Ça, il y a des différences. Voilà les conclusions des paléoanthropologues. Alors, pendant des millénaires, ça sera franchement la règle, ce déséquilibre entre ressources alimentaires et population. Donc une situation instable. Et en Europe,
c'est ce les historiens appellent le cercle vicieux de la démographie d'Ancien Régime, c'est-à-dire où on essaye de faire le maximum d'enfants pour remplacer des bras. Hein. C'est ce qu'on appelle le vieux modèle de démographie d'Ancien Régime. Et on dit encore actuellement, tel pays a basculé, a fait sa révolution de la démographie d'Ancien Régime, les femmes ne font plus que deux enfants au lieu d'en faire 7. C'est un modèle historique, c'est un paradigme, comme on dit maintenant. Première conclusion, donc la famine, ça fait partie de l'histoire de l'humanité depuis le néolithique. Et je cite mon cher Fernand Braudel, « Des siècles durant, la famine revient avec une telle insistance qu'elle s'incorpore au régime biologique des hommes. Elle est une structure de leur vie quotidienne. Cherté et pénurie, ça c'est déjà plus la nature qui intervient. Cherté et pénurie sont en fait continuelles, familières, même à l'Europe, cependant privilégiées. Ce qui veut dire que jusqu'au milieu du XIXe siècle, quand les premières industrialisations et les flux marchands s'intensifieront pour apporter la nourriture assez loin de ses lieux de production, tout Européen aura fait l'expérience de la famine ou de la disette au moins une fois dans sa vie. On les connaît pour l'Ancien Régime, par exemple, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la France a connu 13 famines générales au XVIe, 11 au XVIIe, avec des variations climatiques, hein, 16e il fait beau, 17e il y a un petit âge glaciaire, et 16 au XVIIIe siècle. Pourtant, le climat au XVIIIe siècle est tout à fait satisfaisant pour les céréales. Alors, je reviens à Braudel qui dit « Supposer que ce relevé soit complet et fiable, ce dont je doute, il laisse de côté les famines locales. » Ça, ce sont les famines générales telles que décrites par les chroniqueurs et les intendants, et le personnel politique, on y reviendra. Donc, il a pointé qu'au XIXe siècle, jusqu'en 1848, on a 1812 une effroyable disette, disent les préfets dans leur rapport, liée au fait que les guerres de Napoléon ont mis la France exsangue, tout le monde est la guerre de masse, c'est l'homme aux armées. Famine de 1816-17, l'invasion aussi. Succession de mauvaises récoltes, 1820-1830. 1830, c'est une révolution, parenthèse. Et en 1846-48, également, cherté des grains et faible récolte. Ça ponctue les révolutions, hein, au passage. Et d'autant qu'en 1848, c'est le maximum démographique pour l'Europe. Hein. Ça, quand vous fouillez les archives du 19e, vous voyez dans les communes, même ici, autour, hein, 1848, c'est un maximum. Et ça déclenche les premières émigrations rurales. Alors le mécanisme s'enchaîne logiquement, catastrophe naturelle, donc mauvaise récolte, donc envol des prix, pour les causes vraiment objectives. Après l'envol des prix, ce qu'on en fait, agiotage, spéculation, c'est encore autre chose. Rien que sous Louis XIV, il y a ce qu'on appelle la famine de l'avènement, 2 hivers rudes, 1660 et 1661, famine du couronnement, comme on dit. Il faut puiser dans les réserves. Donc, on puise 2 années de réserve, et en 1661, le prix du blé a décuplé. 1693-94, hiver rigoureux, l'alcool gèle dans les flacons à Versailles, et c'est suivi d'une mauvaise récolte, 1 300 000 morts. 1709, la guerre d'Espagne a séché les finances. Je ne sais pas si la note de la monarchie est dégradée par les agences de notation hollandaises, qui devaient bien exister à l'époque quand même. Mais c'est un hiver très rigoureux, un envol des prix et une crise financière, 600 000 morts. Ça, c'est, par Braudel, c'est un livre que je vous recommande vivement, qui est en poche maintenant. C'est l'histoire du climat de Leroy Ladurie. Il s'est basé sur les dates des bancs de vendange, des bancs de moisson. Tiens, là, c'est précoce, là, c'est tardif. Bon. Et alors, ça, c'est l'Europe, hein, c'est le continent privilégié. Qu'est-ce qu'on dirait des civilisations asiatiques? Là, on n'a pas de... Les famines régionales, les famines générales, dans l'Empire moghol, on n'a pas les données. Hein. En Chine, on les a, les données, parce qu'il y a des fonctionnaires. Le corps des gouverneurs, des mandarins. Entre 108 avant Jésus-Christ et la fin de la monarchie impériale en 1911, première république chinoise, 1911,
1828 famines majeures, générales pour la Chine, sont répertoriées, soit près d'une par an, dans l'une ou l'autre des provinces. Non, n'est pas général, ça c'est une. Dans une province ou une autre, ça varie, ça fluctue, mais il n'y a pas une province qui n'est pas qui n'est épargnée. Évidemment, elles sont de gravité très variable suivant qu'il s'agit d'inondations ou de sécheresse. Le motif climatique le plus fréquent, d'ailleurs, c'est l'inondation au pays des grands fleuves. Et alors, quand vous avez une inondation, non seulement le pays considéré, la province considérée est noyée, enfin les grains pourrissent, mais la navigation s'interrompt. On ne peut pas faire venir les secours d'à côté. Ça, c'est les enchaînements de causes pour la famine. Ça s'imbrique, c'est toujours très imbriqué. Et les gouverneurs, donc les mandarins de première classe, sont incapables d'enrayer les manipulations des prix, malgré des lois qu'établissent certaines dynasties. La dynastie Song sera très soucieuse de lutter contre ça, mais c'est grand la Chine. Hein. Alors après 1911, en Chine, ça n'a pas arrêté. 1828-29, la Chine est réduite et connaît la guerre civile avec ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre. Et bien sûr, on a encore des famines liées aux hostilités. 1936, les Japonais débarquent la guerre contre le Japon. 1942-43, toujours la guerre, la Chine est rentrée dans la Seconde Guerre mondiale. 1946, et alors la République populaire s'établit en 1949 et jusqu'en 1961, des famines dont je vous parlerai à part parce que celles-là sont pas banales. Hein, non plus. Entre 58, le grand bond en avant, et 68, la révolution culturelle, là, on peut dire que ce sont les décisions politiques qui causent les millions de morts. Le premier qui dit il en reste. Bon, ça c'est une mauvaise blague. Les causes conjoncturelles de la famille et de la disette, donc, se combinent. Causes climatiques, c'est banal de le dire, catastrophe, sécheresse, excès de pluie. En Asie, la mousson, qui n'arrive pas à l'heure. Quand la mousson arrive trop tard, c'est la sécheresse. Quand la mousson a un trop gros volume de pluie, c'est l'inondation. Rupture des communications, on a vu ça avec d'autres zones de production agricole. Donc arrêt du transport, autre cause d'inanition. Les causes économiques, c'est l'exploitation de la rareté, par spéculation, par appropriation des réserves, qui viennent s'ajouter aux données climatiques, ce qui fait que l'opposition ville-campagne est toujours au cœur de la distribution sociale de la nourriture. On en revient là. La famine politique, c'est quand le potentiel est là, mais qu'il y a de mauvaises décisions qui entraînent la catastrophe. J'en viens aux famines de la Chine populaire. D'abord, ce qu'on a appelé, avec un superlatif, la grande famine de Chine, qui fait suite au grand bond en avant. Le grand bond en avant, c'est un plan de développement conçu par le cerveau de Mao Tse-tung, qui prévoit la collectivisation forcée, donc, de façon encore plus sèche qu'en Russie, le regroupement des paysans en communes populaires, c'est-à-dire en hameaux qui sont chargés également de produire des biens industriels, sont chargés par des mini-hauts-fourneaux de village de la production d'acier. Alors évidemment, c'est un acier absolument inexploitable. On est revenu à la fonte au charbon de bois. Et ils se sont aperçus, il y a une forte connotation idéologique, Mao s'est aperçu que les oiseaux, parlons pas des insectes, mais les oiseaux mangeaient les récoltes, donc les enfants sont sommés de détruire les oiseaux. On détruit tous les oiseaux, un an après, les insectes pullulent. Bon, voilà pour la biodiversité. Alors, de 58 à 61, selon l'Académie des sciences chinoises elle-même, qui s'est penchée sur le sujet après Deng Xiaoping, après le virage capitaliste, ça aurait fait 15 millions de morts. Mais des observateurs indépendants qui ensuite n'ont plus eu qu'à se réfugier à Hong Kong à l'époque, des dissidents chinois, disent 36 millions. Et puis, bien sûr, cannibalisme généralisé dans l'ensemble du pays. Ça ne mange pas de pain. Les famines de la révolution culturelle. Là, c'est les intellectuels qu'on envoie au champ. Bon,
Les circuits sont perturbés, le pays vit une grande fouterie, une grande frérie. 68 à 72, la révolution culturelle fait entre 1 et 2 millions de morts. Hein. Et il y a un écrivain également qui est maintenant qui est décédé récemment, d'ailleurs, Zheng Yi, qui affirmait qu'au moins 10 000 personnes avaient été tuées et mangées. Bon, allez, je passe, hein, parce que quand vous sortirez d'ici, vous allez faire chauffer la soupe, alors je ne voudrais pas que... Les famines soviétiques. Alors 46-47, bon, commençons en histoire à l'envers. 46-47, après-guerre, c'est facile à deviner. Les soldats sont encore au front, ne sont pas encore démobilisés, il n'y a personne dans les champs. Et surtout, les meilleures terres d'Ukraine, de Biélorussie et une grande partie, enfin presque jusqu'à la Volga, ont été détruites par la Wehrmacht. Donc la Russie est dans un état épouvantable en 46-47. Auparavant, il y a eu les famines de résistance à la collectivisation. Déjà en 1931-33, les paysans sont sommés de donner leur bétail au kolkhoz, d'apporter leurs réserves de grains. Ils préfèrent tuer le bétail et détruire les réserves de grains. Le moujik est rétif. Et puis, il y en a une qui est à part, qui est revenue d'actualité actuellement depuis le conflit ukrainien. C'est ce qu'on appelle en ukrainien le Holodomor. Holod en ukrainien comme en russe, c'est une racine qui veut dire la faim. Et mort, c'est comme chez nous, mort, boum. Donc, confiscation, mais là c'est différent. Alors il y a deux raisons. Staline veut déjà mater l'autonomisme ukrainien, qui va jusqu'au nationalisme pour certains dans l'ouest de la Galicie, de l'Ukraine. Et donc les paysans se voient confisquer leur récolte qui est vendue à l'exportation à l'étranger pour fournir des ressources, des devises pour activer l'industrialisation à grande vitesse. Vous savez que ça s'est fait, l'industrialisation, le premier plan quinquennal s'est fait à une vitesse absolument démente et alimenté par des ventes de céréales. Comme ce qui se passait sous les tsars, la Russie était grande exportatrice à l'époque, mais elle n'avait pas de prétention industrielle. Donc, cette famine ukrainienne aura fait entre 2,5 millions et 5 millions de morts. Et puis, justement, avec Staline, on est en plein dans ce cas de figure. La famine est une arme. D'abord, c'est une arme de guerre durant tous les conflits. Hein. Confisquer les ressources de l'ennemi. Je connais quelqu'un j'avais connu un Hongrois qui avait fait la guerre en Russie. Hein. Bon, il n'était pas dans le mauvais camp, dans le bon camp, c'est sûr. Il disait une cantine, un service d'intendance, c'est une chose que je n'ai jamais vue dans l'armée russe. Et les Ukrainiens disent la même chose. On vit sur le pays. Bon. La famine, c'est une arme de guerre durant tous les conflits. D'abord, une guerre défensive. Comment est-ce qu'on peut utiliser la famine en défensif? En faisant ce qu'on appelle la terre brûlée. C'est-à-dire qu'on organise la famine sur son propre territoire. Il y en a deux qui sont restés fidèles, qu'on a tous appris à l'école, nos ancêtres les Gaulois, qui ont freiné la progression des légions de César. Vercingétorix avait instauré la terre brûlée. Mais seulement, évidemment, allez vous faire obéir de ces bons sangs de Gaulois. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y en a pas la moitié des peuples gaulois qui ont accepté de le faire. Ils disent, non, mais ça va bien le chef, hein. C'est pas lui qui claque du bec. Bon. Et puis, à la famine 1812 en Russie, qui n'est pas pour rien dans la défaite de Napoléon, parce que ce qui avait été détruit à l'aller n'a pas repoussé au retour, et en plus il y a l'hiver qui vient par là-dessus. Alors il n'y avait plus rien à saisir. La population russe elle-même avait pris le large. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements de population, d'évacuation, non seulement la ville de Moscou, mais on se replie à l'est dans ces cas-là, c'est sur la Volga ou sur l'Ural. C'est comme quand on combat Hitler. Il y a aussi, bien sûr, modestement et localement
les conséquences de la guerre de siège. Une place assiégée, on l'a réduit par la famine. De l'Antiquité, que ce soit l'Antiquité, Alésia, ou que ce soit le siège de Leningrad à partir de 1941. Ça, c'est contre l'armée d'en face et les civils qui la soutiennent. Il arrive qu'une arme de destruction comme la famine soit dirigée contre une population ciblée. Là, je vais prendre trois exemples. D'abord, l'extinction programmée des bisons sur les grandes plaines, dans les grandes plaines de l'Ouest. Alors, ce qu'on appelle les grandes plaines, c'est ce qui correspond à la steppe eurasiatique, hein, c'est des grandes prairies avec des graminées qui poussent hautes comme ça. Et voilà quel était l'écosystème de ces grandes plaines quand les Européens sont arrivés. Bon, les Européens, les conquistadors, arrivent en Amérique du Nord. Ils arrivent avec la Bible, mais aussi avec des microbes. C'est-à-dire qu'ils amènent non seulement des pathologies, des pathologies rhinopharyngées qui pour nous sont banales, mais contre lesquelles les Indiens n'ont aucune défense. Donc, on évalue à 80% la population indienne entre le Canada et le Mexique qui va disparaître. Ah oui. Ces Indiens-là n'étaient pas encore les grands guerriers, ils n'étaient pas encore Sitting Bull. Hein. Vous aviez bien sûr des empires et des cités comme les Mayas, les Aztèques au Mexique, qui pratiquaient la culture, qui pratiquaient la trilogie haricots, courges, maïs. Et au nord, des Indiens qui étaient en train de passer à l'agriculture, qui étaient encore des chasseurs, pour partie des chasseurs de bisons, mais qui commençaient à se mettre à la culture, surtout à l'ouest des montagnes rocheuses, hein, comme les Indiens Navajos actuellement, dans leur village Pueblos, là en terre battue. C'était des cultivateurs. Pour la chasse, ils chassaient le bison à pied. C'est pas très productif, c'est-à-dire qu'ils les poussaient un peu solutrés. Vous voyez, la légende de Solutré, parce que ça ne s'est pas passé comme ça, mais ils poussaient les bisons en haut sur des falaises, de façon à ce qu'ils tombent en bas de la dite falaise. Et vous avez une quantité de sites aux États-Unis qui se visitent qui s'appelle Buffalo Spring, le saut du bison. Les conquistadors amènent par contre un assez joli cadeau aux Indiens, c'est le cheval. Alors au début, ils vont y goûter, mais il y a mieux à faire qu'à le manger. Alors voilà les Indiens qui sont montés maintenant, qui vont pouvoir chasser les bisons. Et là, il n'y a qu'à vraiment se servir parce que, imaginez 80% de population en moins, l'espèce bison n'est plus régulée en Amérique. D'où ce qu'ont vu tous les visiteurs européens, ces mères de bisons, comme ils disaient, par milliers sur la prairie, qui migraient du Canada à l'Arizona. La transhumance des bisons, ça faisait des trous. Ça faisait des mini-ravins dans le paysage. Hein. C'est un peu comme fait la transhumance des moutons en Espagne. On les voit encore, les transhumances du mouton des ordres monastiques. Ben là, imaginez, ce n'est pas des moutons. Hein. Ce sont des bétails d'une tonne 8, hein, en général, ou une tonne. Donc, les Indiens vont redevenir des nomades carnivores, chasseurs de bisons. Le bison, c'est les peaux pour les tentes, c'est le cuir, donc les langues, la viande séchée pour l'hiver, c'est les os comme outil également. Ça sert à tout. Les sabots, ils savent déjà faire de la colle avec les sabots. Donc, les Américains ont compris une chose, s'ils veulent enclore la prairie pour y mettre leur troupeau de bœufs, ou s'ils veulent l'ensemencer, la prairie, il faut déjà enlever quelque chose, les bisons ou les Indiens, les deux. Et un certain lieutenant-colonel Dodge, qui est chargé de l'avancée de l'approvisionnement des chantiers lors de la construction des grandes lignes pacifiques atlantiques, déclare ceci: il n'y a pas de façon de faire. Soit le bison, soit l'Indien doit disparaître. Ce n'est que lorsque l'Indien deviendra absolument dépendant de nous pour tous ses besoins que nous pourrons le gérer. Il est trop indépendant avec le bison. Mais si nous tuons le bison, nous conquérons l'Indien. Et c'est ce qui va se passer. Les compagnies de chemin de fer vont nourrir leur personnel avec le bison, vont engager des chasseurs professionnels. Vous avez sur ce document une chose, là, vous voyez ce que c'est?
C'est une pile, je suis modeste, de crânes de bison, destinés à repartir vers les usines de l'Est, où on les réduira en poudre pour faire des engrais. On prendra les pots aussi pour faire des courroies pour les machines. Vous voyez, le bison de la révolution industrielle, ça tient aussi comme approvisionnement primaire. Et donc les bisons vont vite être, à la fin du siècle, sont réduits en 2 troupeaux, l'un vers le Canada, un autre plutôt vers le Nouveau-Mexique, enfin plutôt vers le Texas. Ils sont amoindris de 90%. Les Indiens sont donc forcés de gagner les réserves qu'on leur destine, et là, ils seront nourris avec des rations de l'armée. Voilà, c'est beaucoup moins goûtu, parce que le bison, c'est très bon. Il y en a à Auchan pour les fêtes. Goûtez. Oh non, mais c'est terrible, le bison. C'est tendre, c'est léger, c'est... Il y a un très bon documentaire sur Arte sur ce sujet-là. Oui. Il y a deux épisodes sur comment ils ont installé le bison. Très juste. Voilà. À côté de ça, le bison d'Europe, avec les chasses des vicomtes et des marquis et des ducs et des grands-ducs russes, c'était rien du tout. Alors, le Holodomor, on en a parlé. Ah oui, comme exemple de population ciblée. Population enfermée aussi, on peut en faire ce qu'on veut. Les détenus, au XXe siècle, les détenus dans les camps des régimes totalitaires, que ce soit soviétiques ou nazis, la mort par l'inanition vient de la combinaison entre une sous-alimentation et des normes de travail qui, au contraire, nécessiteraient 3 à 4 000 calories par jour. On s'en fiche, il en arrive tous les jours. La main-d'œuvre, c'est à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de ceux qu'on arrête dans la terreur stalinienne. Il n'y a pas à se gêner, on ne fait absolument pas attention à ce genre de contradiction. Et puis, il y a quelque chose dont on n'est pas très, très fier dans notre République. Bon, ça a été instrumentalisé par des historiens de tout bord, enfin, par des historiens, un ou deux de tout bord. C'est la Vendée. Parce que la Vendée, en 1994, c'est les colonnes infernales. Certaines colonnes, enfin, sous le commandement du général Turreau, mais certains capitaines de certaines colonnes se livrent vraiment, outre les massacres d'hommes, femmes et d'enfants dans les villages, à la destruction des granges, des réserves. Et vous avez qu'à voir les vitraux. Si vous allez parler un jour, il y a des vitraux qui immortalisent la chose au Luc-sur-Boulogne. Donc il n'y a pas que les Chouans qui ont détecté ce genre de massacre, c'est reconnu par toute la communauté historique maintenant. Et puis il y a, beaucoup moins féroce, il y a le problème secondaire qui découle d'une armée de conscription. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conscription, les hommes aux armées, c'est la fin des travaux des champs, c'est une crise alimentaire qui est reportée, qui subsistera quand ils seront rentrés, si la population civile n'a pas pris le relais comme en 14. Vive les femmes. La guerre, c'est tellement banal, c'est la destruction des moyens de production, ça se fait sentir longtemps après. C'est ainsi que, même au niveau des simples restrictions, localitatives beaucoup, eh bien, les restrictions françaises de 1945, 46, 47 jusqu'en 49 ont été supérieures à celles de 1942. Nos parents qui ont vécu leur adolescence, leur période de croissance pendant l'occupation, certains ont eu des retards de croissance. Ils auraient pu être, on le sait maintenant, en médecine prospective, ils auraient pu être plus grands. Et quand je dis 49, moi, ma nourrice a gardé j'avais droit à des tickets J1, J2, J3, là, je ne sais plus si j'étais J1 ou J3, dans quel sens, mais elle les avait gardés. Ça, c'est assez marrant. En 49, on avait plus de difficultés à se procurer la quantité exacte de certains nutriments qu'en 42. Ben oui, la France était ravagée par les combats et surtout par les bombardements de la libération. Alors la famine, comment en prend-on conscience devant l'histoire, si on peut dire? C'est un phénomène qui est très bien documenté en général. Par exemple, la chronologie du règne de Louis XIV, ça on a tout documenté, les famines, que ce soit celle de l'Avènement, celle de la guerre de succession d'Espagne, celle de 93. On a des descriptions de la mort lente chez les paysans.
Enfin bref, tout est vraiment consigné. Tout ça parce que les empires et les nations, à partir d'un certain niveau d'organisation étatique, elles ont sécrété des bureaucraties. Et les bureaucraties, ça produit du papier, des rapports. Bon. Les tableaux Excel. Comment? Les tableaux Excel aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est des tableaux Excel. Alors, oui. Alors, à l'origine, c'était à la plume. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que chez moi, il n'y a plus de blé. Bon. L'intérêt est multiple pour les gouvernements, quelle que soit leur forme. D'abord, premier, le but fiscal. Il faut chaque année recenser les récoltes, c'est évident. Surveillance des populations. Voir si une privation quelconque ne va pas les faire bouger. Ne serait-ce que la petite émeute, l'émeute frumentaire, ce qu'on appelle, qui est d'une grande banalité, quand on fait à la soudure. La révolution a éclaté en juillet en France, c'est la pire période au niveau de l'approvisionnement dans l'année, parce que la moisson, les réserves sont épuisées, puis la moisson n'est pas sortie. La soudure, toujours. Prévention des révoltes, donc, éventuelles, et dans un but d'intervention économique. On surveille les prix, ce qu'on appelle les mercuriales, encore maintenant sur les marchés. Alors donc, il y a les rapports des intendants, des gouverneurs et des préfets, c'est vieux comme l'agriculture. À Babylone, c'est sur des tablettes d'argile. On a retrouvé, ou des cylindres plutôt. Les cylindres, c'est le grand format, c'est le A3 de l'époque. C'est pas la petite tablette, il y a des cylindres qui font 15 cm de diamètre. Alors là, il y en a des cunéiformes. À Rome, les gouverneurs et les préfets, bien sûr, des provinces impériales ou sénatoriales, qui soient nommés par l'empereur ou par le Sénat. Et puis Charlemagne qui envoie des inspecteurs, des sortes de représentants en mission, pour donner ses instructions sur ce qu'il faut cultiver dans les domaines impériaux, et aussi faire un rapport sur la situation. On a appris ça à l'école, ce sont les missi, le minici. Voilà, comme on dit dans la foire au cancre, ils portaient des missives à domicile. Les mandarins de la Chine impériale aussi, honnêtes ou moins, ou ayant des sous-fifres corrompus, mais c'est infini, ce genre de sujet. Par contre, où ça va manquer, c'est pour l'historien du XXe siècle. Il a fallu attendre un certain temps pour que s'ouvrent les archives des régimes totalitaires. Même s'il y a eu un procès de Nuremberg, ce qui s'est passé vraiment à l'Est, sur le front de l'Est, il a fallu du temps pour que ça émerge. Il n'y avait pas que l'ASS qui était coupable. Pour l'historien du XXe siècle aussi, il a fallu que Moscou accepte d'ouvrir ses archives. Sous Eltsine, ils ont joué le jeu, d'ailleurs, pour qu'on documente les famines soviétiques. Et les Chinois ont attendu, comment s'appelait-il? Je viens de le dire. Deng Xiaoping, qui avait été ouvrier en France. Il parlait bien français, oui. C'est de lui dont on disait, on ne demande pas sa couleur au chat du moment qu'il attrape des souris. Autrement dit, plus d'idéologie, je veux du concret et de la production. Et je pense à ceux qui sont, j'allais dire, les observateurs, non pas les touristes, mais les voyageurs, qui ont tenu des carnets, des journaux de voyage en traversant un pays de famine. Ils sont impressionnés par les manifestations les plus extrêmes. Alors là, à l'époque, on n'envoie pas de photos d'un petit enfant au ventre ballonné, mais on décrit soigneusement les choses. Une femme qui était prostrée, et tout ça, 2 jours après, elle n'était plus là, etc. Et alors, il y a une chose qui les traumatise, évidemment, c'est que le tabou ultime est franchi, le cannibalisme. Et le cannibalisme, je dis que c'est le tabou ultime pour l'espèce humaine, parce que ça précède les lois de Moïse, l'Évangile, la Torah, le Coran, tout ce que vous voulez, la Bhagavad Gita. C'est ce qu'on appelle, en termes d'anthropologie religieuse, ou même dans les commentaires du Talmud, ça fait partie des lois de Noé, c'est-à-dire celles qui, avant toute prédication, sont censées s'imposer aux hommes comme loi naturelle. L'inceste, le cannibalisme, c'est les lois de Noé. Et alors c'est pour ça que, mis à part dans certaines sociétés où le cannibalisme a un caractère rituel, sacré, ça c'est bon. Soit parce qu'on veut s'incorporer la force de son ennemi, on va lui boulotter le cœur ou le foie. Ça, c'est très indien d'Amérique, mais c'est ponctuel, ça.
Les Aztèques, alors eux, ils n'y vont pas avec le dos de la... Non pas de la cuillère, mais du couteau d'obsidienne. Le cerveau des grands-pères aussi. Voilà, oui. Pardon? Ou le cerveau, c'est... Mon père, oui. Ah, zut. Ah oui, Pas à Bornéo, juste à côté. C'est Oui, comme oui. ça qu'on a détecté le prion. ah oui, Parce qu'ils ont l'habitude de manger les cerveaux des grands-pères, parce qu'ils Oui. veulent avoir l'intelligence des aînés. oui, Donc c'est comme ça qu'on a pu identifier le prion. Parce que C'est vrai. Le prion se propage par le système neuromusculaire. Et Le voilà. système neurologique central. on a incriminé le cannibalisme, Et en c'est effet. comme ça, oui. Bah, il mangeait pas tout, il mangeait que le cerveau. Donc, Oui, oui, bah, t'aimes bien grand-père, oui, bah, prends-en. oui. T'avais- T'as mangé ça? C'est là que tu avais intérêt à avoir un grand-père, il est Là, très... c'est pas Il une est question très... d'alimentation, là, tu parles du riz. C'est du sacré, oui, ça Celui-là est touche. bien renseigné, puisque C'est du il était sacré. encore présent, il était encore présent dans les années 90, quand il y a eu la vache folle. C'est ça. Puisque On c'est- l'a oublié, c'est- celle-là. Voilà, le prion, il était connu dans les sociétés dans lesquelles on bouffait le Ben voilà. cerveau. Mais sinon, partout ailleurs, dans la majeure partie des cas, c'est le tabou ultime. Alors, quelles sont les conséquences et les moyens de lutte contre la famine? Alors, les moyens de lutte, ça frise la palissade. Il n'y a qu'à augmenter la production ou diminuer la population. J'y reviendrai. Bon. Sur l'individu, je vous ai défini les besoins physiologiques qualitatifs et quantitatifs. 2000 calories, 1300 calories, 600 calories. On arrive à l'inanition. Quand ces besoins sont insatisfaits par manque d'aliments, c'est la dénutrition. D'abord, perturbation du métabolisme, vulnérabilité aux infections, très important. Là aussi, ça va prolonger. Parce que on a parlé, je vous ai déjà parlé souvent de la grande peste de 1848, qui va supprimer entre 35 et 50% de la population européenne. 1348, oui. J'ai dit 1500 Ah oui, non, je suis 19e, hein, c'est pas de ma faute. La grande peste de 1348, peut-être, on peut conjecturer qu'elle aurait peut-être fait un peu moins de victimes sur des organismes en pleine santé, parce qu'elle avait été précédée en 1315 par une très grande famine. En France, dans les Flandres, en Italie du Nord, et donc dans des régions productrices. Hein. C'est pas la montagne à chèvres, hein, où on ne peut rien faire pousser. C'était l'Europe des plaines et de la grande plaine du Nord. 1315-1348, il y avait des séquelles, hein, ne serait-ce que même les enfants, quoi. Ensuite, c'est pas fini, parce que vu l'état, les survivants de la peste seront confrontés ensuite à un record d'affections du genre typhus, dysenterie et fièvres diverses qui vont proliférer à cause de la sous-alimentation. Au plan collectif, là, c'est tout le patrimoine génétique d'une population qui est exposé. Il est déjà, je viens de vous le dire, il est déjà mesurable en période de simple restriction. Alors imaginez, qu'est-ce que c'est après une période de disette ou de grande famine? Et tout ça, ça va toujours dans le sens de l'aggravation de l'inégalité ville-campagne. Hein? On demande des prélèvements insupportables à la campagne pour nourrir la ville. À l'issue de toutes ces catastrophes, au lieu la campagne n'a pas souvent le temps de récupérer. Conséquences politiques et sociales, émeutes, changements. Jusqu'au 19e et à nos jours, jusqu'au 20e sur les autres continents, tout bouleversement, changement de régime ou émigration, changement de territoire des populations ont pour point de départ la famine ou la disette. C'est encore valable, hein, dans certains coins. Et au plan symbolique et politique, alors là, je vous ai parlé du mandat du ciel, hein, cette notion chinoise qui fait que quand il y a une catastrophe, on dit que l'empereur n'a plus le mandat du ciel. Il faut qu'il se retire. C'est comme ça que ça marque les changements de dynastie. Et alors, c'est important le plan symbolique, parce que lorsque le politique se personnalise, il devient responsable. La monarchie française, dans ces derniers temps, hein, avant la Révolution, sous le règne de Louis XV, la monarchie française avait commencé à faire de la communication. C'est-à-dire qu'on payait, en dehors des pamphlets qui étaient dirigés contre l'Henri, on avait nombre de publicistes, de journalistes de l'époque, qui étaient chargés de vanter les mérites de la monarchie, du gouvernement, des ministres qui passaient, disant « tout va bien, c'est grâce à nous, tout va bien, c'est grâce à nous ». Alors le peuple, quand ça a été mal, a dit « tout va mal, mais alors c'est aussi grâce à vous ». Et là, c'était vraiment un argument réversible.
Et lorsque le politique se personnalise, s'incarne dans la personne du roi, par exemple, il en a une exigence de protection sociale, de protection du corps social. Le roi, le monarque, le guide suprême, est investi d'une fonction sacrée, paternelle presque. Hein. Et dans les cahiers de doléances, on dit « Oh là là, si notre bon roi savait ça, c'est tous ces méchants qui sont autour de nous, là, tous ces sangsues, là, mais si notre bon roi savait ça, il est préservé. Il y a le corps il y a un bouquin sur le corps du roi comme ça. Il est sacré. » Alors face à cela, justement, les tentatives de solution de la monarchie finissante illustrent bien qu'il y a les deux types de réactions hein, au fil de l'histoire. Par exemple, il y a deux doctrines. D'abord, le contrôle d'État. Action sur les prix, ce qu'on a appelé le colbertisme en France. Ça commence bien plus tôt. Une des premières étatiques prises en France date de Louis XI. Vous savez, c'est l'affreux qui a fait du mal à notre bon duc Charles le Téméraire. Bon, parenthèse, notez pas. Louis XI interdit en 1482 la constitution de stocks de céréales et interdit l'exportation du blé hors du royaume. Par contre, il organise la libre circulation des grains entre les zones excédentaires et les régions déficitaires. Et les paysans n'aiment pas ça du tout. Les grandes mesures étatiques, c'est-à-dire beaucoup plus drastiques que ça, poussées à l'extrême, viendront plus tard à partir du règne d'Henri IV. On a à cœur de faire la péréquation entre les zones atteintes par des catastrophes et les zones qui sont... Mais en général, quand une zone est atteinte par des catastrophes, celles qui sont autour ne vont pas très bien, hein, même en climat tempéré. Alors ça entraîne l'opposition des paysans parce que le stockage, c'est une logique urbaine, hein, alors que le paysan a une pulsion d'autarcie de tout temps. Deuxième doctrine, le laisser-faire, laisser-passer, le libéralisme. Turgot est un des premiers à mettre ça en place sous Louis XVI. Déjà, il signe avec l'Angleterre en 1772 un traité de libre-échange catastrophique qui va ruiner l'artisanat, notamment dans le textile. Et tous ces artisans ruinés, précarisés par le libre-échange, vont se retrouver dans les sections des sans-culottes parisiens. On va les retrouver, ceux-là. Et c'est eux qui défendront devant la Convention le minimum des grains, les rares mesures étatiques de la Convention nationale, citoyens. Alors, Turgot, c'est la politique libérale, laisser-faire, concurrence avec des pays avoisinants, qui débouchera sur la guerre des farines en 1776. Il s'oppose au colbertisme. Alors, le roi lui donne son congé très vite et le remplace par Jacques Necker, qui, lui, est un partisan un contrôleur général des finances, selon lequel il faut avant tout sécuriser les approvisionnements, imposer des prix raisonnables afin d'éviter les révoltes. Et puis, bien sûr, il y a la solution de base il n'y a même pas besoin de la théoriser. Si la famine est le produit d'une inadéquation entre la population et les ressources, il n'y a qu'à augmenter la production, il n'y a qu'à diminuer la population. C'est la doctrine d'un certain Malthus, à l'extrême fin du XVIIIe siècle, un Anglais, qui veut freiner le développement de la population, lui, et accroître le rendement des cultures vivrières. Il n'est pas très écouté à l'époque. Et ça nous ramène aux conditions qui existent dans le contrat colonial, c'est-à-dire le paradoxe colonial tout au long du XXe siècle. Alors, il y a eu un cycle d'enchaînement avec les bisons en Amérique, on a eu le même dans nos empires coloniaux quand on s'est partagé l'Afrique, tous à partir de la conférence de Berlin de 1884. D'abord, on apporte la médecine. On n'apporte pas c'est pas comme dans le néolithique, hein, on n'apporte pas nécessairement les grains, on apporte la médecine coloniale, tropicale, appelez-la comme vous voulez, accroissement de population. Ensuite, l'arbitrage culture de rente, culture vivrière va se faire au bénéfice des cultures de rente. Café, thé, cacao. Culture de rente, c'est ça? Culture de rente ou culture commerciale. Coton, oui. Mais le coton, c'est un marché... Le coton ne touche pas tellement aux cultures vivrières parce que c'est de la plantation esclavagiste à partir de rien.
ex nihilo, comme on dit chez les cuistres. Le coton, oui, en superficie et à l'échelle mondiale, je suis sûr que le coton l'emporte, c'est sûr. Sinon, le thé, c'est pas mal non plus, le thé en Inde. Alors, donc, les indépendances arrivent vers la fin du XIXe siècle, mais elles reproduisent dans une situation post-coloniale le même schéma. Il y a une déconnexion de la tutelle politique vis-à-vis de l'ex-métropole du Nord, mais continuation de la domination économique. Et quand ce n'est pas vis-à-vis de la métropole qui a abandonné la tutelle théorique, eh bien, c'est tout le reste, toute puissance du Nord. Vous voyez, actuellement, il y en a qui, je ne dis pas ça par chauvinisme, mais il y en a qui sont en train de changer un âne borgne en Afrique contre un âne aveugle. Je ne pense pas que le Niger il gagne à se jeter dans les bras de certaines autres puissances. Surtout maintenant, avec les achats de terre en gros. Alors au XXe siècle, disette, famine n'ont pas disparu. Je me souviens quand on était enfant, il y avait un pays qui semblait voué à une malédiction de famine, c'était l'Inde, des années 50. La Corée qui est devenue un petit tigre d'exportation, la Corée du Sud, je parle. Corée du Nord, voire famine en tout genre, avec aussi témoignage de cannibalisme. C'est curieux comme cannibalisme, capitalisme, ça fait fourcher la langue. Donc, la Corée du Sud, après la guerre, après sa propre guerre de Corée, les années 50, c'était affreux, la situation vivrière. Alors, on a observé, les milieux dits autorisés, comme disait Coluche, que les villes ont pu, elles, par contre, tirer leur épingle du jeu à partir du XXe siècle et assurer la sécurité alimentaire de leur population, dans ces pays-là, toujours. Et c'est un fait qui a servi à relativiser l'idée de gens comme René Dumont, l'idée que leur retour à la campagne était la solution aux crises actuelles et aux crises à venir. Mais, manque de chance, les enquêtes de la FAO depuis 20 ans, la FAO, vous connaissez, Food Agricultural Organization, c'est l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Les enquêtes de la FAO depuis les années 80 soulignent le fait que l'urbanisation de la planète a entraîné des carences et des sous-alimentations dans les villes du Sud et que ceux qui ont le mieux résisté, localement, microéconomie, étaient ceux qui avaient encore des terres pour se nourrir. D'où le gros souci actuel, la captation de la terre en Afrique de l'Est par des fonds financiers, saoudiens, chinois, voyez les mentions inutiles. Ça devient une des premières causes de sous-nutrition. On revient au problème éternel dès le néolithique, qui était le problème de l'exiguïté et de la taille correcte des parcelles pour se nourrir. Et voilà. Et voilà.